Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1 ce mardi 4 décembre. La présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies est assurée par la Côte d'Ivoire pendant tout ce mois de décembre. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara s'est rendu hier à New York. Il prend part demain mercredi à un débat de haut niveau. L'Assemblée générale des Nations unies est un des 6 organes principaux de l'ONU. Elle a un rôle consultatif pour les questions touchant au maintien de la paix et à la sécurité internationale. Un État peut saisir l'Assemblée générale sur des questions touchant au maintien de la paix ou à la sécurité internationale. Ce soir, EcoPlus, le dossier économie de la rédaction, va s'intéresser à la zone franche de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication de Grand Bassam. 12 années après sa création, où en est ce projet d'envergure? Des réponses tout à l'heure. Et puis en sport football, l'international croate Luka Modric est le meilleur joueur de la planète. Il a été sacré Ballon d'Or 2018 et succède à Cristiano Ronaldo. C'est la fin de 10 ans de règne partagé entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Bienvenue à tous dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. La Côte d'Ivoire préside le Conseil de sécurité de l'ONU pendant tout ce mois de décembre. On part tout de suite à New York pour le deuxième jour de cette présidence. Le président Alassane Ouattara est arrivé sur place hier lundi 3 décembre. Il va prendre part demain mercredi à un débat de haut niveau dans le cadre donc de ce mandat de la Côte d'Ivoire à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies à Ouattara. La Côte d'Ivoire a pris le 1er décembre 2018 à la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mois. Elle va ainsi conduire les débats sur les dossiers brûlants, des discussions de haut niveau qui vont donner lieu à des résolutions. Le premier débat présidentiel de haut niveau de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité, piloté par le président de la République Alassane Ouattara, se tient le mercredi 5 décembre. Ce débat, placé sous le thème « La reconstruction post-conflit », pilier de la consolidation et de la pérennisation de la paix et facteur de stabilité et de sécurité, va aussi être l'occasion de démontrer qu'une bonne sortie de crise passe nécessairement par la redynamisation de l'économie. À travers cette problématique, la Côte d'Ivoire entend partager son expérience réussie de sortie de crise avec l'opération des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, l'ONUCI. Également sur la table des discussions, le renouvellement du mandat de la MINUSMA en République centrafricaine, les opérations de maintien de la paix, notamment le G5 Sahel. La Côte d'Ivoire, qui n'est pas membre de cette opération de maintien de la paix au Mali, veut prendre le leadership du plaidoyer en faveur d'une plus grande mobilisation des ressources pour son financement. Ce soutien, nous le voulons et le demandons en faveur du G5 Sahel, dont l'action est capitale pour la sécurité d'une large partie du continent africain. Et pour sa part, la Côte d'Ivoire fera du soutien au G5 Sahel et de la lutte contre le terrorisme en Afrique l'une des priorités de son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies, car sans stabilité, il n'y a pas de développement. La Côte d'Ivoire siège pour la 3e fois de son histoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce 3e mandat confirme le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale après une décennie de crise militaro-politique. C'est aussi le couronnement des efforts diplomatiques entrepris par le président Alassane Ouattara pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations et pour la reconstruction post-crise. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui est arrivé ce lundi 3 décembre à New York pour justement prendre part à la première réunion de haut niveau de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Et c'est donc depuis ce 1er décembre que la Côte d'Ivoire préside le Conseil de sécurité des Nations Unies, et ce jusqu'au 31 décembre prochain. Le service politique de RTI 1 ouvre ce soir une lucarne sur les 6 organes principaux de l'ONU, dont l'Assemblée générale des Nations Unies. En quoi consiste cette assemblée? Quel est son rôle, ses missions et aussi son fonctionnement? Herman Guivet nous donne des réponses. C'est en 1945 que l'Assemblée générale des Nations unies voit le jour. Elle tire toute son essence de la Charte des Nations unies et joue un rôle prépondérant, vu qu'elle est le principal organe délibérant, décisionnaire et représentatif de l'Organisation des Nations unies. L'Assemblée générale des Nations unies constitue une instance de négociation multilatérale unique pour l'ensemble des questions internationales couvertes par la Charte. Elle remplit également une fonction essentielle dans l'établissement de normes et la codification du droit international. Elle est composée de 6 grandes commissions qui sont la Commission question de désarmement et de sécurité internationale, la Commission question économique et financière, la Commission question sociale, humanitaire et culturelle, la Commission question politique spéciale et de la décolonisation, la Commission administrative et budgétaire et enfin la Commission question juridique. L'Assemblée générale des Nations unies se réunit chaque année de septembre à décembre et si nécessaire de janvier à août, notamment pour examiner les rapports en suspens des 4e et 5e commissions. Elle peut éventuellement se réunir lors de la reprise de la session. L'Assemblée examine des questions d'actualité particulièrement importantes pour la communauté internationale lors de débats thématiques de haut niveau convoqués par son président après consultation de ses membres. Durant cette période, l'Assemblée générale des Nations unies tient également des consultations sur diverses questions de fond, y compris celles qui sont liées par la réforme de l'organisation. Chacun des 193 États membres dispose d'une voix à l'Assemblée. Les décisions portant sur des questions importantes, telles que les recommandations relatives à la paix, à la sécurité, l'élection des membres du Conseil de sécurité et du Conseil économique et social, ainsi que les questions budgétaires, sont prises à la majorité des 2/3 des États membres. Les autres décisions sont prises à la majorité simple. L'Assemblée peut également prendre des mesures en cas de menace contre la paix, de rupture de celle-ci ou d'un acte d'agression lorsque le Conseil de sécurité n'a pas pu agir en raison de l'opposition de membres permanents. En pareille circonstance, l'Assemblée peut examiner immédiatement la question avant de faire aux États membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. On quitte New York pour Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Les forces spéciales étoffent leur effectif. 450 recrues volontaires ont été jugés aptes à ce jour. Ils intègrent les rangs des forces spéciales à l'issue de la formation commune de base et la formation commando d'une durée cumulée de 7 mois. C'est devant le ministre d'État, ministre de la Défense, qu'ils se sont engagés à respecter le code de ce corps d'élite. Abou Sanogo. Base annexe de forces spéciales à Yamoussoukro. Ces soldats viennent renforcer les rangs de forces spéciales. Après 4 mois dédiés à la formation commando et à l'acquisition des technicités propres aux forces spéciales, 450 nouveaux opérateurs intègrent ce corps. Ayant satisfait à toutes les évaluations, et en particulier à la très exigeante marche commando de 235 km, ces nouvelles recrues volontaires ont reçu en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de parents, amis et connaissances, leurs attributs, signe de leur acceptation au sein des forces spéciales. Ce, après s'être engagés à respecter le code d'honneur de cette grande unité d'élite. Je vous demande simplement d'être des hommes d'honneur. L'homme d'honneur s'oblige à rester inviolablement attaché à son devoir. Il a pour principe de ne point manquer à sa parole, d'être fidèle à ses promesses, de ne tromper personne, de ne jamais rien faire contre la droiture et l'honnêteté. Tout en se félicitant de la qualité de la formation dispensée, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a invité les nouveaux opérateurs de forces spéciales à la loyauté et à la discipline. Vous devez respect à ces bérets. Donc loyauté envers le corps, envers ce symbole. Loyauté envers la République. Vous devez être le symbole de l'armée modèle, moderne, rassemblée et unie. Vous devez être la nouvelle image de l'armée de Côte d'Ivoire. On veillera à ce que vous puissiez travailler dans des conditions spéciales également. Parce que quand on dit force spéciale,
c'est que tout doit être spécial. Donc, soyez disciplinés, exemplaires, pour maintenir la crédibilité des forces spéciales. Les démonstrations de techniques d'intervention opérationnelle rapprochées, tactiques et techniques, les démonstrations de karaté et de kata, et un défilé pour démontrer le savoir-faire des nouvelles recrues. Mais peu avant, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a été fait membre d'honneur des forces spéciales. Et il a par la suite communié avec ses hommes. Ces 450 nouvelles recrues sont désormais au service de la nation ivoirienne, tout comme l'ensemble des forces armées nationales. Mais ces hommes en armes ne sont pas toujours bien connus des populations et inspirent bien souvent plus de crainte que de sympathie. C'est pour inverser la vapeur que l'armée de terre ivoirienne a décidé de s'ouvrir au grand public le temps d'une semaine. Du 4 au 7 décembre, les 2 camps d'Akouedo sont ouverts à tous. Les civils peuvent voir de plus près les conditions de travail des militaires et même leurs équipements. Moussa Konaté. Des jeunes filles attentives face à un soldat. Le militaire explique l'utilisation de cet instrument de guerre à ses élèves. Le train rouleur. À quelques mètres, des étudiants assistent à un exercice d'intervention. Les civils au contact de l'armée de terre au camp d'Akouedo. Une découverte et également des enseignements reçus. On a touché aux armes, on a eu peur d'abord, mais vraiment ça a été agréable de toucher ce à quoi nos armées sont confrontées chaque jour pour pouvoir nous protéger. Les équipements des parachutistes, les armes, les véhicules et autres engins militaires présentés aux populations civiles. Nous sommes à la journée citoyenne. L'activité s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'armée de terre. Des festivités pour faire découvrir l'armée de terre. Ses missions aussi favoriser la collaboration armée-population. L'armée est essentiellement un outil qui est au service des populations. Et que nous ne voulons pas que les populations aient peur de leur armée. Parce que pour que l'armée puisse remplir sa mission, il faut le renseignement des populations. La semaine de l'armée de terre se tient du 4 au 7 décembre dans les 2 camps d'Akouedo. Après cette première journée dédiée aux civils, suivront les jours suivants des rencontres sportives, des dons de sang, des consultations médicales et bien d'autres activités. Les ministres chargés du commerce des États de l'UEMOA se sont réunis à Abidjan. Ils ont discuté de la politique commerciale commune de l'Union, notamment la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Jean-Luc Bangbo. Zone de libre-échange continentale africaine, tarifs extérieurs communs ou encore réforme à l'OMC. L'ordre du jour était fourni pour les ministres en charge du commerce des pays membres de l'UEMOA. Ces ministres, également chargés de préserver les acquis en matière d'intégration au sein de l'Union. Il est notamment attendu que la Commission prenne des initiatives en matière d'élimination des entraves sur le commerce communautaire, le renforcement de la libre circulation des marchandises, des biens et des services, la promotion du commerce intracommunautaire et l'administration des règles de concurrence. Les ministres ont réaffirmé au cours de cette réunion leur attachement au système multilatéral face aux velléités protectionnistes de certains États. Ces réunions nous permettent de faire le bilan de la libre circulation, notamment des biens au sein de l'espace UEMOA et ce conformément aux différents tests que nous avons pris en matière de libre circulation de biens et de personnes, en matière de libre pratique au niveau commercial et tout ce qui concerne en tout cas les difficultés que nos opérateurs économiques ont pour pouvoir mener leurs activités d'un pays à l'autre. L'intégration est effectivement en marche, il faut la conforter, il faut la renforcer. Et il faut aussi organiser nos économies pour tenir compte aussi de ce qui se passe au niveau mondial, au niveau international. Avec un taux de 6,7%, l'UEMOA affiche une croissance largement supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 2,8% et celle du monde qui s'est établie à 3,7% en fin 2017. L'objectif de cette rencontre est de permettre à l'Union de conserver cette bonne santé financière.
L'UEMOA travaille sur une zone de libre-échange continentale africaine. La Côte d'Ivoire, de son côté, travaille aussi sur une zone franche, mais dans le domaine de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication. Ce soir, EcoPlus, le dossier économie de la rédaction, va s'intéresser à cette zone franche de Grand Bassam. À sa création en 2006, elle était considérée comme la Silicon Valley africaine. 12 années se sont écoulées. Ce parc technologique a connu diverses fortunes. Comment se présente-t-il à ce jour? Que gagnent les entreprises à s'y installer? Cheikh Koné nous y conduit ce soir. Tu verras, laisse-moi. Ok, on reprend la scène juste quand elle part en fait. Tu verras. Tu verras. Laisse-moi. Debout devant un micro et un écran fixé au mur sur lequel défile sa partition, Christelle est en pleine séance de doublage. Elle double la voix de Chinozor, actrice nigérienne dans ce court-métrage. Alors c'est avec ces femmes que tu me trompes, n'est-ce pas? Ok, prends ton temps, là tu es en off. Il faut encore quelques heures de doublage à Christelle et juste après, le film est transféré à des producteurs au Nigeria via Internet pour une diffusion le même jour. Cette société de doublage de films est installée depuis 2 ans au village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam, VITIB. Elle emploie une trentaine de jeunes acteurs grâce aux avantages que lui offre cette zone franche. Un régime fiscal et douanier particulier, du matériel technologique de pointe, dont une desserte de 4 fibres optiques et un data center de 32 000 gigas. L'outil technologique est primordial. C'est très important d'être bien équipé. Et c'est aussi pour cette raison que nous avons fait le choix d'être au VITIB, dans ce parc technologique. Et puis aussi le VITIB, il ne faut pas se le cacher, apporte énormément d'avantages. Voilà, davantage, si on peut dire aussi, fiscaux pour les nouvelles sociétés qui veulent s'implanter. À la création du VITIB en 2006, l'ambition des autorités était de faire de la Côte d'Ivoire un hub africain pour la promotion et le développement des technologies de l'information et de la communication. 700 hectares sont mis à disposition pour le projet. Plus de 27 milliards de francs CFA mobilisés auprès des partenaires pour le financement de la mise en exploitation de la zone franche. Plusieurs avantages fiscaux, 0% d'impôt sur le revenu durant 5 ans et 0% de TVA. La Côte d'Ivoire pouvait ainsi se vanter d'avoir sa Silicon Valley. Mais les objectifs initiaux de 1000 milliards de francs CFA d'investissement privé, ainsi que 40 000 emplois à pourvoir, sont loin d'être atteints. Les entreprises traînent les pieds et les investissements privés se font à compte-gouttes. Ce n'est pas que pas mal d'entreprises traînaient les pas. En fait, il y a eu peut-être même trop d'entreprises qui ont tenté l'aventure à une époque où, je dirais, le VITIB n'était pas encore assez mature pour offrir véritablement à ces entreprises le cadre qu'elles attendraient, qu'elles méritaient d'avoir. Ce qui fait qu'en 2012, par exemple, il y avait officiellement une 60aine d'entreprises. Aujourd'hui, on a une 30aine. En fait, la logique aujourd'hui n'est pas forcément de gagner par le nombre. On n'essaye pas d'avoir une pléthore d'entreprises, mais on veut avoir de bonnes entreprises. Des entreprises réelles, qui existent réelles, qui ont vraiment un contrat de bail chez nous et qui emploient des gens qui travaillent véritablement à partir de Bassam. À la tête de la structure depuis 2012, Philippe Pango s'emploie à rendre plus attractif et plus viable le projet. L'engouement, il va grandissant. Il va au rythme de nos aménagements que nous faisons. Et ces aménagements, encore une fois, essentiellement financés par l'État de Côte d'Ivoire, permettent aujourd'hui de vendre vraiment un plan de masse qui est très attrayant. On vient au VITIB aujourd'hui, pas seulement à cause du régime fiscal, mais à cause de l'environnement qui est en train d'être construit. Aujourd'hui, le VITIB, c'est environ une trentaine d'entreprises agréées, 1000 emplois créés, des projets structurants en cours d'élaboration. Il s'agit des tours jumelles, de l'aménagement du nouveau site de 180 hectares qui va accueillir la future ville numérique verte. C'est aussi des investisseurs privés de plus en plus nombreux à solliciter des agréments d'implantation. Mais comment devenir entreprise agréée au VITIB? Le processus d'agrément part du renseignement du formulaire de demande d'agrément auquel est attaché les éléments constitutifs du dossier d'agrément. Donc les dossiers juridiques de l'entreprise, fiscaux, des statuts, leur business plan qui inclut les éléments financiers, donc les investissements, le chiffre d'affaires, le nombre d'emplois.
À cela s'ajoute un droit d'entrée de 5 millions de francs CFA. Une fois agréée, la nouvelle entreprise va devoir s'acquitter d'une redevance de 2,5% de son chiffre d'affaires brut annuel. Des conditions souvent contraignantes pour les petites et moyennes entreprises. Comme on est une zone économique spécialisée dans 2 secteurs d'activité, la biotechnologie et les technologies de l'information et de la communication, si le dossier que présente l'entreprise n'entre pas suffisamment dans le cadre de la biotechnologie ou des technologies de l'information et de la communication, en ce moment, le dossier peut être refusé. En 2018, l'agrément a été refusé à une dizaine d'entre elles. Les petites et moyennes entreprises, ici, on a un volet pépinière d'entreprises pour accompagner justement les entreprises qui ne peuvent pas entrer dans le cadre des 5 millions de droits d'entrée. À l'image de l'île Maurice, la Côte d'Ivoire est résolument engagée à faire de ce parc technologique une puissante zone économique en Afrique. Une ambition futuriste qui mérite d'être accompagnée au regard de la relative rentabilité du VITIB. Les résultats sont là. VITIB est vraiment au début d'un changement très fort dans son évolution financière, entre autres. L'entreprise s'est restructurée, le management s'est restructuré, la gouvernance du projet elle-même s'est restructurée, le projet créé et surtout la création d'emplois. De l'emploi, une ville numérique verte, des entreprises technologiques et compétitives, la Silicon Valley, Made in Côte d'Ivoire, prend un nouvel envol. On reste dans le domaine de l'économie avec la Semaine nationale de l'inclusion financière qui a pris fin le 1er décembre. Il en ressort que le taux d'inclusion financière est faible au niveau des jeunes. Ils sont 29% à avoir accès aux services financiers, alors que dans les pays développés, ce taux est bien plus élevé. L'exemple du Brésil dans ce reportage signé Francis Boifo. J'étais allé au Brésil et j'étais impressionné par le fait que les jeunes, quand j'allais faire des achats, qui étaient devant moi, avaient tous des cartes ou faisaient des paiements grâce à leur téléphone portable. Au sortir d'ici, je suis sûr que votre attitude sera de faire en sorte que, de ce point de vue, l'élément d'émergence que j'ai vu ailleurs se traduisent dans vos comportements. Le directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, veut amener les jeunes à être des acteurs de la promotion de l'inclusion financière. Seulement 29% d'entre eux, dont l'âge est compris entre 15 et 24 ans, ont accès aux services financiers. Cette rencontre, organisée à l'attention des étudiants de plusieurs établissements publics et privés, leur a permis de se faire une idée claire de l'inclusion financière et ses avantages. On a noté que l'inclusion financière, ce sont des mesures, ce sont des programmes qui sont mis en place pour permettre à la population ayant un faible revenu d'accéder au système bancaire traditionnel et aussi au système bancaire innovant. Ça permet aux banques d'avoir de la liquidité à travers les comptes d'épargne classiques ou le mobile money. Lors de cette conférence de presse initiée en partenariat avec le conseiller technique du directeur général du Trésor public, le directeur national de la BCEAO a expliqué le rôle que peuvent jouer les jeunes en vue d'augmenter le taux d'inclusion financière. Eux, les jeunes, ont la faculté d'expliquer à leurs parents, d'expliquer à leurs amis qui n'ont pas accès à l'éducation scolaire ce qu'ils auront entendu aujourd'hui, qui sont des vecteurs importants. Sur l'inclusion financière, des campagnes de sensibilisation sur l'inclusion financière seront également organisées au profit des femmes et des petites et moyennes entreprises PME, a annoncé le directeur national de la BCEAO. Dans l'actualité politique de ce mardi, une conférence de presse portant sur l'annonce du congrès consultatif du RHDP unifié. Il va se tenir le 26 janvier 2018. Nous y reviendrons. Et on s'intéresse maintenant à cette réunion des acteurs de la chaîne de production du système de gestion intégré du ministère des Transports. Ils ont planché sur la mise en place d'un modèle de référence. Il devra rendre claire et appréciable la vision gouvernementale par l'ensemble des structures concernées. Charles Tatou. Les dossiers de nouvelles mutations au profit des propriétaires de véhicules volés ou détournés. Dossiers restés sans suite. De même, le traitement de dossiers comportant de faux documents
pourtant approuvés par certaines autorités administratives et policières. Toutes ces formes de fraude ont fait l'objet d'une rencontre de réflexion à Yamoussoukro. Initiés par le ministère des Transports, les travaux ont vu la participation de tous les acteurs intervenant dans la chaîne de traitement et de délivrance des titres de transport routier en Côte d'Ivoire. C'est un cadre d'échange qui permettra donc d'avoir une meilleure connaissance des textes et surtout définir des procédures de façon conjointe et consensuelle pour le traitement des cas de contentieux éventuellement qu'on pourrait identifier. Vous vendez un véhicule, vous vendez avec toutes les pièces, et puis après le véhicule se retrouve dans une polémique de braquage ou ceci, cela. C'est vous qui en vient récupérer. C'est pas sécurisant. L'identification commence déjà par un de nos services, qui est l'Office national de l'identification ONI. Le représentant du ministre des Transports, lui, est revenu sur le bien fondé de cette formation. Il était bon que 4 ans après le lancement de la grande réforme au niveau du secteur du transport routier, le ministre prenne la décision de revenir sur le dossier avec l'ensemble des acteurs concernés pour regarder quels sont les aspects positifs, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Avec cette formation, les différents parquets auront sans nul doute une conduite aisée dans les différentes procédures. Notons que plusieurs recommandations ont été faites en vue d'améliorer le système et le manuel de procédure. À présent, un communiqué du ministère des Transports, M. Amadou Koné, ministre des Transports, convoque le président et les membres de la commission technique de retrait des permis de conduire le jeudi 6 décembre 2018 à 11h à son cabinet, 6 au 21e étage de l'immeuble Postel à 2001, à une réunion d'examen de plusieurs dossiers en cours devant les services du ministère des Transports. Les 10 dossiers portent sur des cas d'accident de la voie publique ayant entraîné des blessures graves et des pertes en vie humaine, dont celle de M. Sidibé Brahima, dit bulldozer, comédien de profession. Le ministre des Transports rappelle que conformément à la réglementation en vigueur, les personnes mises en cause dans ces accidents de la voie publique encourent des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait définitif de leur permis de conduire. C'est signé Amadou Koné, ministre des Transports. Et l'actualité internationale nous conduit pour démarrer dans le monde du football. La Confédération africaine de football annonce d'éventuels changements au niveau de l'organisation des CAN 2019 et 2021. Aboulaye Koné. Quatre jours après avoir retiré la CAN 2019 au Cameroun, la Confédération africaine de football a confirmé son intention de retirer la CAN 2021 à la Côte d'Ivoire au profit des Camerounais dessaisis de l'organisation en 2019. L'édition 2023, quant à elle, se tiendrait en Côte d'Ivoire, selon les précisions du président de la CAF. En revanche, Ahmad n'a pas évoqué le sort de la Guinée, qui avait en effet été choisi comme pays hôte de l'édition 2023. Il y a 4 ans. Pour la première fois depuis son hospitalisation fin octobre en Arabie Saoudite, le président Ali Bongo Ondimba est apparu hier aux côtés du roi Mohamed VI. Au cours de cette visite, le roi du Maroc s'est réjoui de l'évolution de l'état de santé du président gabonais. Ali Bongo Ondimba est arrivé le jeudi 29 novembre à Rabat pour y poursuivre sa convalescence en milieu hospitalier après plus d'1 mois passé dans un hôpital en Arabie Saoudite pour une maladie qui reste officiellement inconnue. L'armée israélienne a annoncé ce mardi avoir lancé à sa frontière avec le Liban une vaste opération baptisée Bouclier du Nord. Il s'agit de détruire des tunnels creusés par le Hezbollah, milice libanaise pro-iranienne. Ces tunnels traversent la frontière nord de l'État hébreu depuis le Liban. L'armée israélienne, qui a bouclé plusieurs zones, se préparait à faire face à toutes circonstances en cas d'escalade avec la milice chiite dans le sud du Liban. Israël accuse les forces armées libanaises de ne pas être capables de contrôler la région. En sport football, l'international croate Luka Modric est le meilleur joueur de la planète. Il a été sacré Ballon d'Or 2018 et succède à Cristiano Ronaldo. Patrick Dadier et Samuel Metch. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, patron de la sélection de Croatie et finaliste de la Coupe du Monde 2018, Luka Modric
a été le choix de raison de ses pairs. Le milieu croate a été désigné Ballon d'Or 2018. Il a été auparavant désigné meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018. Il a vécu la meilleure saison de sa carrière et a été élu joueur de l'année par l'UEFA et la FIFA. Modric devient ainsi le 63e Ballon d'Or de l'histoire et reste le joueur qui met fin à l'hégémonie des plus grands, que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. De réfugié politique à Ballon d'Or. Incroyable parcours pour Luka Modric. Comme quoi, nul n'est maître de son destin. En marge de la désignation du Ballon d'Or masculin, la Suédoise Anna Eschberg, star de l'Olympique lyonnais, a remporté le Ballon d'Or féminin. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Le journal de 23h vous sera présenté par Marine Cognan. Bonsoir à tous et à demain.